Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, nouveau podcast. Donc aujourd'hui, épisode spécial, on va faire un bilan de cette saison 2023-2024. Donc comme vous avez pu le constater, c'est pas la même voix que d'habitude. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Corentin, je suis le président d'Arsenal French Club. Avant, j'avais l'habitude d'animer quelques podcasts et des briefs avant de passer complètement la main à Axel, puis à Richard. Et donc voilà, aujourd'hui, le temps d'un épisode, voilà, les gars, je me remets dans la peau de l'animateur et ça me fait super plaisir d'être avec vous pour parler de faire un bilan de cette saison 2023-2024. Et voilà, et pour faire ça, je suis accompagné de 5 membres de l'équipe AFC. Bon, il y en a, je vais pas les présenter, vous les connaissez déjà. Michad, Raoul, comment ça va? Ça va très Salut bien. Corentin. Ça va très bien. Très content de faire ce podcast et de te laisser la main sur cette animation. Merci beaucoup, Michad, ça me fait très plaisir. Tu vas pouvoir te reposer et expliquer au mieux tous tes arguments aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et pour nous accompagner, on a deux membres de l'équipe rédaction d'Arsenal French Club, Louis et Jonathan. Les gars, comment ça va? Salut à tous. Très heureux aussi d'être ici. J'ai plutôt l'habitude d'écrire, mais pour une fois, je vais parler. Donc, ça va être plutôt cool. Très impatient de faire ce podcast. Bah oui, pareil, hein, comme Louis, plutôt l'habitude d'écrire et pas trop d'être derrière le micro. Donc non, c'est très excitant. On vient de faire une super saison avec plein de points de discussion à toucher, des avis différents. Donc c'est cool, ça va être sympa. Top. Ben, moi aussi, les gars, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Là, on a deux équipes. On a une équipe podcast et une équipe rédaction qui va s'affronter. Je sens que, vu en off, les débats ont déjà été très mouvementés. Là, je sens que j'ai hâte de voir les échanges qui vont suivre. On va commencer par le premier sujet, monsieur. Donc, pour rappeler un peu le contexte, là, on est le mardi 4 juin. La fin de saison a eu lieu il y a à peu près 2 semaines et demie. Donc, ce n'est pas des réactions à chaud qu'on va avoir, c'est vraiment, on a eu le temps de réfléchir, de poser les sujets, on a eu le temps de digérer un peu cette fin de saison. Donc, on va pas revenir sur la saison en mode chronologique, on va aborder la saison en quelques points, on va dire capitaux, entre guillemets, où on va revenir sur des sujets, on va dire, ouais, sur des choix ou sur des tactiques ou sur des joueurs en particulier, mais on va pas revenir de façon chronologique, on va venir point par point. Et sur le premier point de ce podcast, on va aborder les choix d'Arteta. Alors, comme dans toutes les équipes, les choix des entraîneurs parfois déterminent le tournant d'une saison. Et on va commencer par le choix d'Arteta qui a fait le plus débat en début de saison, beaucoup moins en fin de saison. Mais sur le début de saison, c'était le choix de titulariser Kai Havertz au poste du numéro 9. Alors, je vais passer je vais laisser le plaisir à Louis de débuter sur ce sujet-là. Toi, Louis, comment t'as vu un petit peu l'arrivée de Kai Havertz à Arsenal et comment t'as vécu un petit peu ses premiers matchs et d'abord en tant que numéro 8 et ensuite en tant que numéro 9. C'est sûr que son arrivée, elle a soulevé quand même pas mal de questions. Ça, c'est la moindre des choses. Enfin, c'est le minimum qu'on puisse dire. Déjà, il y avait. Alors, si on revient au tout départ, c'est pour compenser normalement le départ de Xhaka, sauf que bien évidemment, Xhaka et Havertz sont deux joueurs très différents. Et on sait pertinemment que Arteta ne démarre jamais une saison sans faire une évolution tactique dans son schéma de jeu. Et là, donc, on a bien senti que sa volonté, c'était d'utiliser Kai Havertz, mais pas utiliser un Kai Havertz au tout départ comme un numéro 9, comme on a pu le voir pendant quelques saisons à Chelsea, mais vraiment le positionner un cran plus bas, limite un peu comme on le voyait à Leverkusen à ses débuts. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'était un poste vraiment très étrange, assez hybride, parce que sur le papier, c'était bien évidemment un numéro 8, on va dire en situation défensive, mais en situation offensive, c'est un Havertz qu'on voyait très collé à Gabriel Jesus en pointe de l'attaque. Donc c'était limite un 9,5, 10,5, 8,5. On ne savait pas trop comment le positionner. Donc au tout départ, ouais, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup d'excitation aussi, parce que forcément, on avait envie de voir ce que ça donnait. Surtout qu'on l'avait payé aussi très cher au moment du transfert de Chelsea pour un joueur qui sortait d'une saison quand même plus que compliqué. Donc, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai que la première partie de saison, elle était un peu compliquée, mais à sa décharge, j'ai pas trop envie
de lui taper dessus parce que quand on prend un joueur qui sort d'une saison très compliquée, dans un Chelsea très compliqué, une situation sportive très compliquée, qu'on le prend, qu'on lui dit voilà, tu arrives dans une nouvelle équipe et tu vas jouer sur un poste que tu n'as jamais connu, bah c'est un peu compliqué. Et ça, je peux le comprendre. Et on peut prendre n'importe quel joueur, si on le change de place du jour au lendemain, il va falloir un temps d'adaptation, une période d'adaptation, il va falloir qu'il s'intègre dans le vestiaire, qui comprennent aussi la philosophie d'Arteta, etc. Donc, bien évidemment, les premiers mois ont été compliqués. Bon, après, on a aussi une fanbase qui s'enflamme très, très rapidement. Donc, au bout de 15 jours, 3 semaines de Havertz au milieu de terrain, on parlait déjà de flop, etc. Bon, il fallait bien évidemment lui laisser un peu de temps, mais on sait que le temps dans le football se mérite. Le temps dans le football est quelque chose de précieux. Pardon. Et sur les premières semaines, bah, on sentait pas un Havertz qui trouvait forcément très facilement ses marques dans ce milieu de terrain. Il avait du mal à combiner. C'était un joueur qui était assez lent. Son seul avantage, c'est qu'il était plutôt grand. Donc, dans l'impact physique au milieu de terrain, ça pouvait être pas mal utile. Parfois, même, c'était plutôt maladroit. On se souvient de sa faute à Newcastle sur un tacle totalement assassin. Je crois que c'était sur, je sais plus son nom, le grand, Dan Burn, où il avait esquivé le carton rouge de peu. Donc, parfois, ça pouvait être maladroit. Mais il est monté en puissance petit à petit. Il a finalement trouvé ses marques. Il a aussi le déclic psychologique de marquer ses premiers buts. Mais je pense que le Boxing Day a été un tournant dans la saison. Bon, on reviendra après sur, grosso modo, le tournant du Boxing Day. Mais je pense qu'au moment du Boxing Day, Arteta a compris que peut-être le choix Havertz au milieu de terrain, c'était peut-être trop tôt. C'était peut-être trop tôt, où on lui demandait peut-être trop, où on lui mettait trop de pression. C'est un joueur qui, à ce moment-là, aussi, tous les projecteurs étaient sur lui. Et je pense qu'Arteta a compris que peut-être que c'était pas le meilleur timing et qu'il fallait un peu plus de temps. Donc, il a décidé de rebasculer Havertz en pointe de l'attaque à partir, on va dire, du Boxing Day, de faire monter Rice d'un cran et d'incorporer Jorginho dans le milieu de terrain. Donc, ce qui a tout de suite plus équilibré le milieu de terrain. Et après, bah, Havertz, en deuxième partie de saison, honnêtement, c'est limite un des hommes clés et un des hommes forts du système Arteta sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher sur la deuxième partie de saison, autant en termes d'énergie, en termes de réalisme aussi, parce qu'il a su marquer des buts qui étaient quand même plutôt importants. Alors bien sûr, il y a toujours le problème du Havertz qui est parfois un peu brouillon. Techniquement, c'est toujours parfois un peu brouillon. Mais c'est un joueur qui est monté en puissance, qui a pris ses responsabilités sur la deuxième partie de saison. Et je pense qu'au final, le Havertz numéro 9 a eu beaucoup plus d'impact significatif que le Havertz numéro 8. Donc il y a eu les deux saisons de Havertz. Il y a eu le Havertz en numéro 8 où ça a été compliqué. Ça a été parfois laborieux. Et le Havertz en numéro 9 où là, par contre, ça a été beaucoup plus flamboyant. Et tactiquement aussi, je pense qu'il collait parfaitement à ce que Arteta voulait en termes de numéro 9. Il a su aussi saisir sa chance au moment où un Gabriel Jesus était encore à l'infirmerie pour des problèmes physiques. Donc ça, on en parlera aussi, je pense, plus tard dans le podcast. Donc il a su saisir sa chance, il a converti. Et aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qu'il faut plutôt compter comme un numéro 9 qui peut dépanner dans ce poste hybride de 8,5, 10,5. Mais je pense que sur le long terme, Havertz va rester un numéro 9. C'est vrai que il y a vraiment un écart complet, un écart assez conséquent entre Havertz en première partie de saison et en deuxième partie de saison. Toi, Méchat, comment t'as vu un petit peu, est-ce que tu penses que le changement de positionnement d'Havertz du poste de numéro 8 au poste du numéro 9, est-ce que c'est un petit peu aussi un des choix d'Arteta qui a fait basculer notre saison? Bah, le choix, le recrutement d'Havertz et le titulariser envers et contre tous, c'est un vrai choix fort. Parce que effectivement, le Hmm. Havertz jusqu'au mois de décembre, moi je trouve que, enfin, moi je dis les termes, c'est catastrophique. Enfin, la saison qu'il fait jusqu'en décembre, elle est catastrophique. Il fait un très bon match contre Newcastle, où là il sort un petit peu du lot, je trouve, sur ce match-là. Mais sinon, le reste, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, mais aussi d'un point de vue de l'attitude. Il y a sur certains matchs, notamment en Ligue des Champions, on le commentait sur les podcasts, il était complètement perdu, quoi. Et Hmm. en fait, on peut constater qu'un joueur est mauvais. Moi, ça me dérange pas qu'un joueur soit mauvais, parce que ça arrive de tomber sur plus fort que toi, d'être moins bien à un moment donné. Mais moi, je ne pardonne pas l'attitude d'un joueur quand tu vois que il est très nonchalant, quand tu vois qu'il ne se donne pas à fond. Tu vois, moi, c'est plutôt ça que je lui reprochais sur le début de saison.
Et après, je pense qu'il y a eu un déclic sur Havertz sur le match contre Liverpool, où il fait un match extraordinaire, enfin extraordinaire, il fait un très bon match contre Liverpool, aidé, c'est vrai, par la défense Konaté-Van Dijk. Mais je pense que ce match-là lui a permis de réaliser qu'il était capable de jouer à ce poste-là de numéro 9 contre des grandes équipes. Et après, ça a permis aussi au jeu d'Arsenal d'évoluer bien plus qu'effectivement avec, pourtant je l'adore, hein, mais qu'avec Ressus en pointe, qui manque de régularité étant donné que son état de santé ou physique ne lui permet pas d'enchaîner. Mais donc voilà, ça a été t'as été très complet sur Havertz. Mais moi, ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement l'attitude sur le début de saison qui était vraiment pas bonne, quoi. Et donc oui, évidemment que c'est un grand choix d'Arteta de l'avoir titularisé, malgré le fait que tout le monde réclamait sa tête, hein. C'est-à-dire, en décembre, plus personne ne voulait le voir dans l'équipe. Il y a juste Arteta qui croyait en lui, quoi. C'est qu'une grande confiance de Mikel Arteta sur Havertz. Toi, Jonathan, est-ce que tu partages un peu l'avis de Méchad et Louis sur d'Arteta qui a été vraiment fort, quoi. Alors, sur l'avis de Méchade par rapport au body language qu'il a eu pendant la première partie de saison, complètement. On aurait dit un petit peu un élève qui est dans la classe et qui lève la main, mais il veut pas qu'on l'interroge, il Ouais, sait pas trop où se exactement. placer. Et c'est toujours un petit peu étrange comme situation. Maintenant, je pense qu'il faut remettre aussi un petit peu de contexte dans son arrivée dans l'équipe. Comme on l'a dit, il est arrivé pour prendre, entre guillemets, la place de Granit Xhaka pour 75 millions d'euros. Et il arrive en même temps que Declan Rice. Alors, Declan Rice, tout le monde le connaît. On sait qu'il est adulé à West Ham. Personne veut qu'il parte. Voilà, c'est un peu le Golden Boy. Havertz, de son côté, c'est pas la même chose. Il sort de 3 saisons à Chelsea, ou en trois saisons, de 2021 à 2023. Il a connu 4 coachs. Lampard, Tourelle, Potter et Lampard encore à la fin. Donc déjà, il y a ça. Il a été recruté en même temps que 2 autres joueurs là-bas à vocation offensive, qui sont Hakim Ziyech et Timo Werner. Et on voit que ces 3 joueurs, enfin, on se souvient de l'été 2020 pour Chelsea, c'était quand même assez costaud au niveau recrutement et ce qu'ils ont dépensé. Et donc là, il fait 3 saisons là-bas. Malgré que ces saisons là-bas soient plus que moyennes, c'est quand même lui qui sort avec le meilleur ratio comparé à ces 2 autres joueurs offensifs. Donc quand il arrive dans le nord de Londres, c'est sûr qu'il arrive déjà, à mon avis, avec un déficit de confiance, mais et qui se voit, qui est vraiment apparent. Mais malgré tout ça, il garde le support du coach, il garde le support de ses coéquipiers. On se souvient de Odegaard qui va voir Saka pour dire à Saka de lui laisser tirer un penalty. Ouais, tout à Alors fait. ça a pas Sur vraiment fait, son premier but, ouais. Son Ouais. premier c'est but ça, avec Arsenal. ça a pas vraiment fait exploser sa confiance, mais déjà ça montrait un peu le climat dans lequel il était. Euh, Ensuite, on sait que le public de l'Emirates a pu être dur dans le passé. On se rappelle de Chaka, sa situation il y a quelques années, quand je crois que c'est face à Crystal, qu'il se fait siffler, qu'il sort et qu'en gros, bah, il perd le Effectivement. brassard à ce moment-là. Mm. Et on voit ce qui s'est passé après avec Chaka, quand il est parti l'année dernière, où il est parti, bah, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on sait un petit peu comment est le public de l'Emirates, mais ça ne s'est pas du tout vu avec Havertz. Malgré qu'on soit beaucoup à se demander ce qui se passait en première moitié de saison, toutes les supporters extérieurs, en tout cas, ont toujours été derrière lui et l'ont toujours poussé. Après, alors pour moi, je ne sais pas si c'est l'effet Boxing Day ou l'effet Dubaï, mais c'est vrai que quand on attaque cette deuxième partie de saison, le mec explose tout. Entre le 17, à partir du 17 février, il a marqué 9 buts et 4 passes D en première ligue seulement. Donc, ce qui est quand même pas mal. Le tout en 14 matchs. Donc, donc là, on a vu vraiment qu'il a explosé. Et la concurrence n'était pas féroce pour le poste de numéro 9, hein. Jésus, moi aussi j'aime beaucoup, mais bon, il joue un match sur 2. Ouais. Nketiah, bah, ça fait des années qu'on l'attend, ça n'a pas spécialement explosé. Après, il y a Trossard qui peut dépanner un petit peu. Mais pour moi, c'est vrai que j'étais content de voir Havertz arriver à ce niveau-là. Pour moi, il a le physique que j'aime pour les avant-centres, d'avoir quelqu'un qui est grand, qui est devant, un petit peu renard des surfaces. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'Arteta l'a senti qu'il lui fallait ce temps-là pour prendre confiance. Il a dit il y a quelques semaines dans France Football, Arteta, qu'il l'a laissé numéro 8 au départ pour le courir un petit peu, parce qu'il savait qu'il allait être encore plus sous les feux, sous les feux de l'action
qui était en 9,8. Donc, il l'a laissé en 8, le temps un peu de se développer. Quel Et homme. après, je pense que quand toutes les étoiles se sont alignées, là, il est passé devant. Et le résultat a été au rendez-vous. Enfin, quand on voit ces deux buts contre Chelsea, en l'occurrence, euh, c'est des buts de numéro 9. On l'a vu Hmm. courir, on l'a vu planter à la fin. Alors, il n'est pas techniquement super doué, mais il y est arrivé. Donc, pour moi, c'est quand même de bon augure pour le futur. Je pense que chaque joueur a besoin. Tout le monde n'est pas un Declan Rice qui peut arriver, mettre le pied à l'étrier et on y va. Et donc, je pense que c'est plutôt positif. Et donc, le choix pour moi d'Arteta, bah, il paye. C'est vrai que c'est vraiment l'un des choix forts de la saison, puisque moi, je m'en souviens, au début, je comparais injustement d'ailleurs parce que Arteta, c'est quelqu'un de très têtu, et je m'en souviens à l'époque où on avait Willian dans l'équipe, où il le faisait jouer énormément pour très peu de, de rendement, on s'en Ouais, c'est clair. souvient. Et au bout d'un moment, on tombait souvent sur Arteta sur le fait qu'il était très têtu, etc. Mais là, pour le coup, je pense qu'il a prouvé à tout le monde que son choix tactique de repositionner Kai Havertz au poste de numéro 9 était le bon. Et je pense qu'il a eu raison d'insister avec ce joueur qui, comme vous l'avez très bien dit, il était en perdition en début de saison. On a l'impression qu'il ne savait même pas comment il fallait jouer au foot sur certains matchs. Donc, je pense que ça a été un des grands choix d'Arteta et faut lui dire bravo là-dessus parce que il a été têtu et bravo à lui. On va repasser sur un autre choix et je vais passer après la parole à Raoul sur un autre choix qui a fait vibrer la fanbase sur le début de saison et même qui a duré au final jusqu'au mois dernier, et le poste de gardien de but. Ah! Oh, Pardon. voilà, Raya est Calme-toi, arrivé, calme-toi, Métal. Raya est arrivé, pour recontextualiser, Raya est arrivé en prêt du côté depuis Brentford l'été dernier à Arsenal. Et alors que Ramsdale a joué je crois, si je me trompe pas, les deux premiers matchs de Première Ligue, il a été très vite remplacé par Raya au poste de gardien de but en tant que titulaire. Et depuis, voilà, cette troisième journée ou cette quatrième journée, je me souviens plus exactement de la journée, Raya n'a plus quitté ce poste de titulaire de gardien de but. Toi, Raya, pardon, excuse-moi, du coup, je t'appelle Raya, mais Raoul, Allez, euh, bonne co- soirée co- tout le monde. Raoul, toi, comment tu as vécu ce choix au début, sachant qu'on remet aussi, on recontextualise le fait que Ramsdale était un gardien extrêmement apprécié des supporters. Toi, en tant que supporter d'Arsenal, comment tu as vécu ce choix? Alors, c'est marrant parce que le Karaya, c'est. Non, mais pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, c'est quand même un débat et je pense que forcément, je vais devoir ressortir non pas des arguments, mais des arguments, en tout cas les miens et des faits que vous avez déjà entendus plusieurs fois sur ce podcast-là. Mais, et je sais que Louis, il nous attend. Louis, Oui, allez. il a 3 pages pro Raya. Mais je vais essayer de faire ça très simplement. Quand, quand on recrute Raya, on recrute un deuxième gardien qui a un très bon niveau, qui a un très bon jeu au pied. C'est d'ailleurs ça qui nous a intéressés dans son recrutement, etc. Il y aura de la concurrence, que le meilleur gagne, ouais, que le meilleur joue finalement. Je n'oublie pas qu'on sort d'une saison 2022-2023 qui a quand même été marquée par un certain nombre d'erreurs de Ramsdale, et ça, il faut pas lui les enlever. Ça reste un jeune gardien, c'était sa première saison complète avec nous. Mais qui dit erreur dit aussi grand nombre de matchs où il a été décisif et où il nous a apporté des points. Et donc Raya arrive, Ramsdale fait les premiers matchs, il est pas mauvais, il n'est pas très bon mais il n'est pas mauvais. Et Raya est mis dans les buts. Et à partir de ce moment-là, comme tu disais, Corentin, il va plus bouger sauf pour 2 matchs contre Brentford, forcément, puisque Raya n'avait pas le droit de jouer, et un match en FA Cup. Ouais, Euh, c'est ça. Faut pas oublier que Ramsdale, pardon, euh, nous donne le Community Shield, qu'on gagne le tir au but. Il est dedans.
il est décisif. Et donc, ok, Raya rentre dans l'effectif, est titulaire, et là, tu te dis, ok, on me vante le jeu au pied de Raya, ok. Et là, les matchs y passent. Faut pas oublier qu'il a une défense de fer quand même devant lui, euh, qui terminera quand même meilleure défense avec un bloc central juste monstrueux, Saliba et Gabriel. Et les matchs passent. Et je crois que le premier arrêt que je vois de Raya, de mémoire, 2025. euh, Non, c'est pas ça? non, Je je, crois, je hein. crois que c'est contre Tottenham, où il fait un premier arrêt, mais bon, le match termine 2-2. Et je crois que d'ailleurs, sur le même match, alors, c'est pas des erreurs qu'il fait, mais il n'est pas convaincant, etc. Donc, du coup, si tu veux, moi, ce qui me dérange là-dedans, j'essaie d'aller vite, c'est qu'en fait, je vois pas un step entre Raya et Ramsdale. Je vois pas ce qu'il apporte de plus. Parce que en plus de ça, quand tu me dis, bah, quand on nous dit, on nous vante son jeu au pied, je le trouve même pas extraordinaire, en fait. Peut-être meilleur que celui de Ramsdale, mais je le trouve pas extraordinaire. Et sur la saison, le peu de matchs que Ramsdale fait, malheureusement, il fait des erreurs. Et il n'est pas irréprochable. Euh, la fanbase, quand tu dis que sur toute la saison, que ce soit les experts ou juste des supporters, et je me considère comme supporter et pas expert, remettent en cause ce choix jusqu'à la dernière journée, c'est que le mec, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, il n'a pas fait l'unanimité. Et s'il ne fait pas l'unanimité, tu te dis, pourquoi l'avoir mis à la place de Ramsdale? Sachant que tu gardes pour 27 millions, et d'ailleurs, petite précision, Méchal, on avait dit sur un podcast qu'elle avait été levée, ce n'est pas le cas, elle va être levée là, Ok. pour 27 millions. Euh, Pourquoi on recrute un gardien à hauteur de 27 millions, ce qui n'est rien par rapport à d'autres montants de transfert, pour le mettre titulaire alors qu'il est plus vieux et que Ramsdale, pour moi, c'était le gardien, le futur d'Arsenal. Sachant que des gardiens comme Seaman ont été très élogieux envers lui, etc. Alors après, on peut me parler de stats. On peut me parler que Raya, il a eu le Golden Glove. Je vais juste répéter que pour moi, le trophée de Gandor est une récompense Pour la taille des gants. individuelle qui met en avant finalement un travail collectif. Parce que si Raya ne Hmm. prend que 24, ou d'ailleurs il n'en prend pas 24, puis parce que Ramsey en a pris, mais je crois qu'on prend 27 buts ou quelque chose comme ça, c'est aussi parce qu'il a une défense de fer devant lui. Alors après, on a parlé de ses sorties aériennes. Alors c'était en off, Louis, je m'excuse, mais j'y viens. De ses sorties aériennes, etc. Je m'excuse, mais tu auras les matchs en Ligue des Champions contre le Bayern, etc. Sur le moindre centre, en tout cas, moi, j'étais en panique. Donc, c'est un gardien qui m'a jamais apporté confiance. Et encore une fois, c'est pas l'humain que je reproche. C'est vraiment le choix d'Arteta qui, pour moi, était un choix très fort, qui n'était pas justifié sur le moment et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, parce que en finalité, Ryan n'a pas été super rassurant. Alors oui, il a des très bonnes stats, mais encore une fois, il faut peut-être les analyser. Et d'ailleurs, Louis, si tu viens sur des stats, je rebondirai à ce moment-là. Mais on va perdre Ramsdale pour prendre un numéro 2 qui sera vraiment numéro 2. Donc voilà, moi je suis pas fan. Et ce qui m'a vraiment dérangé dans le choix Arteta, mais ça je l'ai dit sur mes podcasts, et c'est pour ça que je suis pas un anti-Raya sur l'homme, mais je suis un anti-Raya dans le choix Raya Ramsel, c'est que humainement, le choix d'Arteta, que je n'ai pas compris, je ne l'aime pas parce qu'il a eu la chance de ne pas scinder complètement le vestiaire avec ça, mais on a pu voir que les rapports entre les joueurs et Ramsdale et les rapports entre les joueurs et Raya ne sont pas les mêmes, que ce soit en off ou que ce soit d'ailleurs sur le terrain quand Ramsdale jouait. En tout cas, par contre, je tiens juste à saluer que Ramsdale a toujours été irréprochable dans son attitude durant toute la saison, et que si tu enlèves les déclarations de son père qui, à mon avis, ne l'ont pas aidé, parce que Arteta est un homme quand même qui est très très fier, et je pense que le père Ramsdale, il a saboté son fils au club, c'est un avis très personnel, mais je pense que si tu enlèves les déclarations du père, je me demande si à un moment donné, voilà. Et juste une petite dernière précision, et j'ai plus son prénom, je ne trouve plus ma feuille. Il faut juste savoir que quand Arteta décide de recruter Raya, l'entraîneur des gardiens, alors en place, euh, j'étais pas présent, mais je vous la fais court, dit à Arteta, non,
c'est une erreur, il ne faut pas le faire. Et Arteta a quand même pris la décision, ce qui a fait que l'entraîneur des gardiens du moment a été remercié pour mettre quelqu'un d'autre en place. Jonathan, t'as pas l'air d'accord avec moi? C'est Steve Round qui est parti. Steve Round, il n'était pas entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens, c'est Inaki Kana, qui a bossé avec Raya à Brentford. Stylan, pardon, ouais, mais qui lui a quand même. Alors voilà, c'était ça, tu as raison. Mais il a quand même eu un avis défavorable, il a allé aller contre, et donc du coup, il s'est enlevé un membre de son staff sur cette décision-là. Après, voilà, si on parle de stats, meilleure défense, plus grand nombre de clean sheets, etc. Ouais, on peut parler des stats, mais moi je vous dis que derrière les stats, il y a toujours des explications. D'ailleurs, les Artiers avaient fait un podcast là-dessus uniquement sur Raya Ramsdale en utilisant des stats assez poussées, les expected goals, etc. Et leur conclusion était que Raya était légitime, mais moi sur ces arguments-là, encore une fois, des chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. Pardon, j'étais un peu long, mais j'essaie de pas trop être violent sur l'homme. Je vous laisse parler, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses encore à dire. Corentin, est-ce que je peux juste me permettre de dire Ouais, une ouais. petite phrase très rapide sur Raya, parce que ça a été un long Vas-y, sujet sur les vas-y. podcasts et je m'en suis pris un peu plein la tronche par rapport au cas Raya, parce que moi, effectivement, Mhm. je n'approuve pas du tout ce choix-là. Très rapidement, et après, je vais laisser Louis prendre la parole. En fait, moi, ce qui m'a dérangé sur le cas Raya, il y a deux choses. Il y a déjà la gestion du cas des gardiens, qui franchement a été très, très mal gérée. Enfin, je veux dire, encore une fois, il faut se... Dans quel club, ou du moins, où est-ce que ça a marché de mettre deux gardiens d'un niveau à peu près similaire et de dire bah, que le meilleur gagne? Ça n'a jamais marché. Dans tous les clubs où il y a eu cette volonté de le faire, il y a eu des problèmes, des problématiques. Et moi, dans un premier temps, ce qui m'a gêné, c'est ça, c'est cette gestion-là. Et c'est un peu le envers et contre tout. C'est-à-dire, c'est moi, Arteta, contre le reste du monde. Tout le monde me dit qu'en gros, une grande partie des gens me disent que l'achat de Ryan n'était pas justifié et que de le mettre titulaire n'est pas justifié, mais je le mets quand même. Ça, c'était un premier cas. La deuxième chose, c'est est-ce que l'achat de Raya était indispensable à ce moment de la saison, au vu de la saison que Ramsdale avait fait l'an passé, qui sort des arrêts, c'est pas des arrêts normaux qui sortent sur certains matchs Ramsdale, c'est des arrêts qui sont extraordinaires. C'est des arrêts que peu de gardiens sont capables de faire. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, si c'était vraiment son jeu au pied qui te dérangeait, de travailler avec lui sur son jeu au pied pour pouvoir le faire progresser, ce qui est quand même le rôle d'un coach et d'un staff autour d'un joueur qui est quand même hyper prometteur et qui a permis au club de gagner des points la saison dernière. En fait, ce qui est dommageable pour moi, et ce que moi je reproche à Raya, c'est qu'il n'est pas décisif. Voilà. Le match où il a été décisif, c'est contre Porto, où sur la séance de penalty, il fait le taf, mais globalement, on l'a vu faire des erreurs directes grossières, des erreurs grossières qui prouvent pour moi, selon moi, un manque d'intelligence d'un point de vue footballistique. J'entends, pas sur l'homme, hein, pas sur ce qu'il est, mais d'un point de vue footballistique. L'erreur qu'il fait contre Tottenham en est l'exemple parfait. Et il n'a pas fait qu'une seule erreur à Arsenal cette saison. Il en a fait plusieurs qui ont été graves parce qu'elles ont coûté un but ou qui ont failli coûter des buts. Voilà, moi, ce que je reproche surtout, c'est le manque d'impact décisif de Raya à Arsenal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pardon, excuse-moi, Corentin, juste avant de laisser la parole à Jonathan et à Louis, Mhm. je vais juste vous poser une question ouverte et je vous demanderai d'y répondre dans vos argumentaires. Est-ce que vous, en tant que supporter, regardiez un match, vous n'aviez pas cette boule au ventre dès que l'adversaire s'approchait du but et qu'il y avait une frappe? Parce que moi, sur la fin de saison, je vous le dis honnêtement, et on en a parlé avec Méchad et avec Richard, à un moment donné, sur certains matchs, je leur disais pendant le match en live, je dis, si c'est cadré, ça rentre. Ouais. Dans l'attitude de gardien de but sur sa ligne ou dans les sorties de Raya, j'y voyais moi une sorte de panique qui, à ce niveau-là, est assez inquiétante et que je ne voyais pas chez Ramsdale. Voilà. Alors après, c'est pas un focus sur Raya proprement dit où je cherchais vraiment la petite bête, mais moi je vous posais vraiment la question, est-ce que vous n'aviez pas, vous, ce ressenti sur un ou plusieurs matchs que moi je n'ai jamais eu avec, avec Ramsdale? Ramsdale, j'avais plus la boule au ventre quand il faisait ses crochets ou quand il était pressé sur son jeu au pied. Mais ça, comme disait Méchat, ça peut se travailler. Voilà, excusez-moi pour l'interruption, mais question ouverte. Pas de souci. Merci.
Merci Mechad et Raoul pour l'intervention. On sentait que c'était passionné. Merci beaucoup. Alors, bah, du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur le dossier Ramsdale Raya. Non, l'avocat de Gand Euh, Mickey. L'avocat de Gand Mickey, s'il te plaît. Exactement. Je vais l'appeler l'homme aux grandes mains. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis globalement d'accord avec toi, Raoul, mais j'en fais pas la même conclusion. C'est que effectivement, alors déjà, si on revient à la genèse de l'arrivée de Ramsey, il faut savoir quand même que Raya est dans le collimateur de Arteta depuis un sacré bout de temps. C'est-à-dire que normalement, c'était même la cible numéro une avant que Ramsdale arrive. Mais vu qu'il était à Brentford, il pouvait pas, à ce moment, il n'était pas sur le marché. Donc Arteta s'était rabattu sur Ramsdale. Ramsdale fait une très bonne saison l'année dernière, ça, il n'y a pas de problème. Il fait les arrêts qu'il faut sur sa ligne. J'ai notamment le souvenir du déplacement à Liverpool la saison dernière où il nous avait quand même arraché le match nul, où il avait été totalement héroïque, il avait fait je ne sais plus combien d'arrêts, mais Ouais. ça avait été assez phénoménal. Euh, mais Arteta, c'est l'école espagnole. Arteta, c'est l'école Guardiola. Et je pense que dans son schéma, il avait besoin de quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise balle au pied. Et c'est pour ça, alors oui, effectivement, je sais que ça va te faire sourire et que tu vas bondir, mais malheureusement, Raya est meilleur que Ramsdale dans ce domaine-là. Bon, ça justifie pas tout. Mais je pense que à la fin de saison dernière, Arteta s'est dit pour la fluidité de l'équipe, pour mon schéma tactique et pour assurer ma défense, j'ai besoin d'un gardien qui soit, quand le ballon est dans ses pieds, de pouvoir ressortir proprement et de construire depuis derrière. Ouais. Parce que du coup, je vais répondre à ta question, Raoul. Et de Est-ce relancer les que attaquants de Tottenham aussi, tu as oublié de le préciser. C'était dans le contrat, ça. oui, mais Mm. bon, si on commence à dénombrer le nombre d'erreurs, je pense que Ramsdale aussi, il est pas très très loin dans ce niveau-là. Mais du coup, si je réponds à ta question, est-ce que j'ai eu peur quand les joueurs adverses approchaient du but de Raya? Globalement, non. Par contre, est-ce que j'ai eu peur quand Saliba donne le ballon à Ramsdale dans ses pieds? Là, oui, j'ai un peu plus peur. Parce que quand même, Ramsdale, quand le ballon est dans ses pieds, je pense que, il n'est pas très très rassurant. Mais globalement, en fait, je pense que c'est qu'une question de profil. Je ne pense pas que Ramsdale soit moins bon que Raya. Je ne pense pas que Raya soit meilleur que Ramsdale. Ça, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le sujet pour dire que les deux ont un profil différent. Mais je pense que Arteta a tranché en termes de profil. Arteta souhaite un gardien de l'école espagnole, de l'école Guardiola. C'est un peu la copie quand même un peu de Ederson à Manchester Oui, oui, City. ouais, tout à fait. Ederson à Manchester City, il est capable de relancer ultra proprement. Par contre, sur sa ligne, parfois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est Mais vrai. Raya, c'est la même chose. Ramsdale est meilleur que Raya sur sa ligne, mais je pense qu'Arteta ne s'arrête pas là. Arteta veut plus. Arteta veut un gardien qui est capable de jouer au-delà de sa ligne de but. Et je pense que Raya, aujourd'hui, répond présent. Alors oui, effectivement, il a ses défauts, comme tous les gardiens qui prennent des risques. Parce que ça aussi, Arteta l'a dit. Arteta l'a dit, oui, Raya fait des erreurs, mais la prise de risque fait partie de son jeu et fait partie de mon jeu. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et après, comme Raoul aussi l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que il y a eu quelques petits éléments en dehors du terrain qui n'ont pas penché en la faveur de Ramsdale. On parle notamment du coup des déclarations de son père, mais on parle aussi, alors j'ai en mémoire un podcast que Ramsdale avait fait, alors je crois que c'est cette saison, un podcast qui avait remonté cette saison, mais qui date de peut-être de plusieurs mois. C'est C'était juin l'année dernière. C'est la fin de voilà, saison de voilà, l'année c'est ça. dernière. Et c'est un podcast où notamment Ramsel dit, moi sur 90 minutes, j'ai du mal à être concentré tout le Mm. match. Et ça, Ouais. clairement, connaissant Arteta, ça au niveau, je pense qu'en termes de discipline, c'est pas du tout passé. Alors je pense que c'est un enchaînement de petites choses comme ça où Arteta s'est dit, mais en fait, j'ai besoin d'un autre profil, j'ai besoin d'autre chose, quitte à sacrifier un peu de talent sur ma ligne, mais j'ai besoin de sacrifier un peu de talent sur ma ligne pour apporter un peu plus de fluidité dans mes relances. Et là-dessus, quand même, alors même si c'est une récompense, on va dire collective, le Golden Glove, il est quand même présent. Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue. Arteta, pardon, je vais pas y arriver. Raya a quand même le plus grand nombre de clean sheets cette saison. Donc, en termes aujourd'hui de chiffres, c'est compliqué de donner tort à Arteta sur le choix Raya. Alors oui, effectivement, on peut être déçu pour Ramsdale, mais là-dessus, je pense, Raoul, que tu apportes un peu d'affect aussi sur Ramsdale. Je pense que tu aimes beaucoup Ramsdale, moi aussi je l'aime beaucoup. Alors, moi, il y a la gestion humaine, et je l'ai précisé d'ailleurs dans mon intervention, la gestion humaine de ce cas-là, j'ai pas apprécié, et ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais
je m'excuse, je te coupe juste 30 secondes. Ce qui me dérange dans ce Golden Glove, comme on en pense, collective, je précise, plus grand nombre de clean sheets, ça reste collectif. Le Golden Glove, un gardien qui dit voilà, il a fait tant et tant d'arrêts dans la saison qui ont rapporté tant et tant de points à son équipe. Ok, et là à ce moment-là, tu peux récompenser, pardon, tu vas récompenser des gardiens qui peuvent terminer premier comme 20e de première ligue. Mais ça reste pour moi, mais on met en valeur le gardien, mais ça reste quand même une récompense collective. Et encore une fois, alors, autre précision, on parle du jeu au pied de Raya. Vous avez quand même tous constaté que sur les mois de février, mars, avril, Raya a changé son jeu au pied. Je ne sais Parce pas que, si vous avez fait gaffe, on ouais, en tout à parlait fait, tout souvent à dans fait. les Ouais, podcasts, exactement. il ne prenait plus de risques. Quand il y avait Saliba, Gabriel, White, Zinchenko, Kivior qui lui mettaient une balle en retrait et qu'il était pressé, ça partait en une touche loin devant. Il prenait plus aucun risque. Mm. Donc, il avait aussi adapté son jeu. Et à cette période-là, d'ailleurs, je l'avais souligné dans le podcast en disant, bah, du coup, c'est pas que j'ai moins peur, mais on voit qu'il a adapté. Donc, tu prends un gardien pour son jeu au pied, mais finalement, il balance. Dans ce cas-là, il y a une sorte d'incompréhension. Et après, je précise aussi dans les podcasts qu'on reste supporter d'Arsenal et que ça sera notre gardien numéro 1 l'année prochaine et qu'il faudra faire avec. Et qu'en plus de ça, il n'aura plus la concurrence de Ramsdale, donc ça devrait le soulager. Mais d'ailleurs, s'il est moins performant, on n'aura pas le numéro 2 qui aura Ramsdale non plus. Quoi. Voilà. En fait, Bah, après, on n'a pas pris un grand vas-y, gardien. vas-y. En réalité, enfin, la vérité, c'est que c'est pas un grand gardien. Enfin, juste Non, soyons c'est pas un honnêtes, grand gardien. c'est pas un grand gardien. Moi, j'ai juste deux choses. Et après, pareil, alors un sur le coup de la vanne, mais en même temps que je trouve aussi vrai, c'est que cette année, tu mets Alumnia au cage, il remporte le trophée, hein. Je te le dis, au vu de la défense que l'on avait devant, franchement, Ramsdale l'aurait remporté aussi. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il a apporté de plus que Ramsdale? Moi, pas grand-chose. Et l'autre chose que je voulais dire, est-ce que tu as en mémoire, ou est-ce que ici, là, on est cinq, est-ce que vous avez en mémoire une action de Raya qui, sur son jeu au pied, a permis d'apporter un but, comme on pourrait en imaginer là de Ederson? Tu me demandes des actions d'Ederson, j'en ai 3, 4, 5, 6. Tu me demandes des actions de Raya qui ont apporté un but, franchement, j'en ai pas. Alors peut-être que j'ai la mémoire sélective, mais franchement, j'en ai pas. Bah, quand même, alors, oui, d'accord, ok, mais c'est quand même, techniquement, c'est quand même un meilleur gardien que Ramsdale. Ça, je pense qu'au niveau du jeu au pied, alors Oui, même si c'est un film, je suis d'accord. Est-ce que les 25 ou 27 millions étaient justifiés pour avoir ce infime upgrade, on va dire, entre guillemets? Ça, c'est notre question, effectivement, on peut ok. se la poser. Est-ce qu'on pouvait dépenser à ce moment-là, surtout que on venait de laisser partir Tierney, on n'avait plus d'arrière gauche, on avait Mm. des problèmes de profondeur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu investir cet argent autrement? Ça, l'argument est tout à fait entendable. Et même à l'époque, j'étais même plutôt d'accord pour dire, bah, Raya, en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Mais après, quand même, Raya a aussi d'autres qualités, c'est que dans la lecture du jeu, etc., il est aussi extrêmement performant. Alors, on fait la vanne aussi des grandes mains. Alors oui, certes, il y a des grandes mains, mais c'est un des meilleurs gardiens techniquement notamment sur les centres, pour capter les ballons, etc. C'est quand même un sacré bon joueur à ce niveau-là. Et même, je pense que psychologiquement, ça a joué sur la fin de saison dernière parce que si vous rappelez bien, sur les centres ou les corners, à chaque fois que Raya venait de capter le ballon, qui se mettait au sol et qui se relevait d'un seul coup, il y avait une sorte de panique Oui, générale c'est vrai, t'as raison. T'as dans raison. la défense adverse parce que Raya était capable d'envoyer des missiles devant sur Trossard ou sur Saka et derrière d'amener des 1 contre 1. Et à ce niveau-là, il y a eu cette petite arme psychologique sur la fin de saison dernière. On l'a vu quelques fois sur quelques matchs. Alors, j'ai plus les matchs en tête. Où Raya prend le ballon, se relève d'un coup et monte sur sa surface. Et là, c'est là-dessus où il y a le petit upgrade. C'est que Raya est capable d'envoyer avec son pied des relances qui sont quand même téléguidées. Alors, c'est une prise de risque parce que une fois sur, on va dire, une fois sur deux, bah, c'est la défense adverse qui va récupérer le ballon, mais ça permettait d'envoyer Trossard Saka tout de suite en profondeur. Alors, Ramsdale pouvait le faire aussi, c'est vrai, mais je trouve que Ramsdale était un poil quand même moins rassurant techniquement que Raya. Oui, Alors oui. après, effectivement, je suis d'accord. Est-ce que Raya est un grand gardien? Non. Ça, c'est sûr que Raya ne fait pas partie du top 5 européen. Il ne fait peut-être certainement pas partie non plus du top 10 européen. Mais pour autant, c'est le gardien que Arteta veut, c'est le gardien qui sera numéro un. Et Ramsdale, oui, bah, c'est un bon gardien, je suis triste pour lui, mais pour moi, ça rejoint aussi un peu le dossier Smith Rowe. C'est que Smith Rowe, il y a aussi beaucoup d'affect
dans ce dossier-là parce que Smith Rowe, c'est pareil, c'est un gars qui est très apprécié par la fanbase, c'est une ancienne pépite. Ramsdale aussi, alors il n'est pas issu du centre de formation, Ramsdale, mais il est très apprécié par la fanbase, il est très Il est apprécié par anglais. le vestiaire. Mm. Il est anglais aussi, ça faut aussi le préciser, c'est un élément important. Et on voyait peut-être en lui aussi le futur aussi de la sélection anglaise, parce que Ouais. quand on voit sa saison dernière, on se dit, ça y est, la sélection anglaise, Pickford, t'es bien gentil, mais bon, t'es le gardien d'Everton, là, on t'amène quand même un gardien qui a du niveau. Et donc, il y a beaucoup d'affect à ce niveau-là. Et comme Smith Rowe, je pense que Arteta, là-dessus, il est très intransigeant et il n'a pas peur de prendre les décisions quand il faut et quand il sent qu'il a besoin de faire ce petit upgrade, de changer de profil, de changer quelque chose. Mais aujourd'hui, alors après, c'est que sa première saison. Je pense que c'est compliqué pour Raya de dire est-ce que oui ou non c'est un pari gagnant parce que je pense qu'il faut le voir sur la durée. Peut-être que la saison prochaine, elle sera catastrophique pour Raya. Ça, je peux pas le deviner. Mais pour moi, je pense que le pari Raya aujourd'hui est réussi. Même si j'aime bien Ramsdale, je pense que Arteta voulait un profil bien précis. Il a eu son profil bien précis qui répond à ses attentes bien précises. Et malheureusement, c'est Ramsdale qui en paye les frais. Mais pour moi, Ramsdale perd la bataille, enfin perd cette concurrence, pas forcément sur le terrain, mais comme ça a été précisé tout à l'heure, il perd en dehors du terrain, sur les déclarations de son père, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, Arteta a montré dans le passé qu'il était intransigeant, que ce soit avec Ozil, que ce soit avec Aubameyang. En dehors du terrain, je pense qu'il veut construire un groupe qui est 100% focus et 100% dédié. Malheureusement, ces déclarations ne l'ont pas aidé. Donc moi, je suis satisfait de Raya, même s'il a fait des erreurs, même si c'est pas un top 10 gardien européen, je pense qu'aujourd'hui, il répond parfaitement à ce que Arteta attend. Donc pour moi, le pari est payant et ça ouvre une autre facette du dossier. C'est qu'il ne faut pas oublier non plus que Arsenal doit vendre. Arsenal doit vendre beaucoup, enfin doit récupérer de l'argent parce qu'Arsenal a quand même récupéré très peu d'argent sur les derniers mercatos, très peu de gros Mm. transferts. Et peut-être que l'occasion Ramsdale est aussi une bonne occasion pour récupérer un gros chèque au passage. Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord, la concurrence sur les gardiens, ça n'a jamais existé. Et je pense que la déclaration d'Arteta en début de saison sur oui, on va faire une compétition, enfin une concurrence, etc. Entre les deux joueurs, je pense que c'était C'est 100% bullshit. ouais, je Ouais. pense que c'était bullshit et c'était Ouais. que de la communication. Bien sûr, bien Et sûr. dès le jour 1, je pense que Raya, en fait, était le numéro 1 au lieu d'Arteta. Mm. Et Mm. Ramsey était le numéro 2. Et de toute Bien façon, on sûr. l'a vu, hein, il y a eu très Bien peu de sûr. rotation. Et donc là, je suis d'accord, oui, sur le dossier humain, Arteta a fait preuve de très peu, on va dire, entre guillemets, de pitié pour Ramsdale. Mais je pense qu'Arteta est prêt à faire ce sacrifice et je pense qu'il y aura d'autres joueurs qui vont être concernés par ce genre de sacrifice. Je pense par exemple à Zinchenko aussi cet été, qui pourrait peut-être aussi faire partie Mm. de ces joueurs Des sacrifiés partants, ouais. des partants. Donc pour moi, je pense que voilà, Raya est un sujet touchy, comme on dit en anglais, est un sujet qui amène beaucoup de débats, mais je pense que Raya, aujourd'hui, est l'homme de la situation dans les buts avec ses défauts. Eh ben, j'avais Top, aimé tout ce que tu as dit, juste la merci. dernière phrase. Merci les gars, on va pas s'éterniser non plus, on a encore d'autres points à aborder, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a fait énormément de débat, mais je pense que vous avez tous abordé. Je te laisse juste Jonathan finir rapidement sur le sujet et après on va passer à d'autres points parce que la saison ne s'oriente pas qu'autour de Ryan Bien Ramsdale. sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Je voulais juste rappeler un petit point quand même, c'est qu'on reparle encore de la gestion humaine. Ramsdale, il a eu son contrat renouvelé en mai dernier. Et donc Exactement. ça, ça pose un peu problème. Alors, il a eu son contrat renouvelé en mai dernier autour du 20 mai, je crois, un truc comme ça. Et Raya arrive le 15 août. Alors Ouais. peut-être que Arteta l'a renouvelé parce qu'il sentait bon bah que c'était Ramsdale, l'étoile montante, futur peut-être gardien de l'équipe d'Angleterre, malgré qu'il avait fait un match avec la sélection où il s'était fait exploser. Mais il savait pas encore. En fait, il voulait un peu pouvoir récupérer tous les œufs qu'il avait sous la main et les garder. Moi, Ramsdale, j'adorais. C'est quelqu'un qui est cheeky, qui joue avec le public, qui est là pour haranguer la foule. Et donc, bah, voilà, c'est peut-être tout le non-football qui a joué. Le comportement de Ramsdale, que j'adore, avec les fans, il avait bien cherché ce Tottenham aussi, je crois qu'il s'était pris un coup dans le dos ou un truc comme ça. C'est super, mais c'était le Arsenal 2022-2023. Émotionnel, les fins de match de folie, etc. Là, Raya, malgré tout, c'est un peu plus posé. Et Raoul, tu nous demandais tout à l'heure
si on avait peur quand on voyait le ballon approcher, toi, c'était plus en fin de saison. Moi, il y a un match où j'étais pas rassuré. C'était le match contre City. On a gagné. On a gagné. Mais le match contre City, on s'est fait des belles frayeurs quand même avec son jeu au pied. Ouais, son début de match était compliqué. Moi, voilà, j'ai été. Quand je me suis dit vraiment Raya, voilà, c'est ce match après Porto, où il est dans les buts, il fait le job, et c'est surtout qu'après ça, il va discuter avec les pundits du coin, je crois que c'est Thierry Henry et ce genre de choses, et il a vraiment une Mhm. maturité qui dénote complètement de Ramsdale. Et c'est ça qui l'a posé Ouais. là. Alors maintenant, le faire partir, moi, voilà, on t'a parlé de Smith Rowe, Louis, pour moi, c'est pareil. Hein, c'est de voir ces mecs partir, bah, c'est dommage, mais bon, il faut rentrer, il faut renflouer les caisses aussi. Donc, Ramsdale a fait un super job pendant 2 ans, mais malheureusement, bah, c'est l'heure, Merci quoi. Ramsdale. Et je pense que, enfin, je suis pas inquiet sur le fait qu'il va retrouver un super club à Ah Ramsdale, hein, parce que bah c'est un oui, très bon gardien. bah Franchement, oui. c'est un très bon gardien, et je pense que tout le monde, alors même si il y a des débats sur Raya Ramsdale, je pense que tout le monde souhaite à Ramsdale de trouver un bon club. Moi, le premier, hein, même si je suis plutôt satisfait de Raya, je pense qu'il n'y a aucun problème sur le fait que Ramsdale peut trouver un top club en Angleterre. Alors, on parle Largement. déjà de Newcastle, etc. Je pense c'est absolument pas un mauvais gardien, c'est juste une question de profil, mais pour autant, Ramsdale n'est absolument pas un mauvais gardien. Ça, c'est clair et net. Mm. Voilà, on va finir, on va finir cette phrase pour ce sujet-là. Il y avait un autre choix pour. On a abordé le choix de Kai Havertz en numéro 9, le débat Raya versus Ramsey. On va finir sur le dernier choix d'Arteta, où je trouve qu'il est super intéressant, qu'on a noté, nous, de notre côté, c'est euh, les apparitions de Zinchenko cette saison, enfin le poste d'arrière gauche ou cette saison qui a été mouvementée. Au début, on a vu Timber, ensuite on a vu Zinchenko, ensuite on a vu Kivior, à la fin de la saison, c'était Tomiyasu. Donc voilà, on a eu quatre candidats vraiment qui ont au final tourné sur ce poste-là. Mm. Toi, Mécha, tu disais que tu nous as dit, enfin, tu l'as noté, que le choix de mettre Zinchenko sur le banc a été pour toi un choix fort d'Arteta. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? On rappelle, Zinchenko, il n'a joué que la moitié des minutes possibles en Première Ligue cette saison. Ouais. Donc il a joué 1700 minutes, donc ce qui est au final très peu par rapport à ce qu'on attendait de lui et par rapport à son recrutement, où il était censé apporter de l'expérience sur le terrain. On sait tout ce qu'il est capable d'apporter tactiquement dans la gestion du jeu, etc. Il a été aussi blessé. Sa période de blessure euh, correspond aussi à la période où Kivior monte en puissance et là où on gagne une solidité défensive. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de du rôle de Zinchenko cette saison et par rapport au choix d'Arteta de l'avoir mis sur le banc, notamment sur la fin de saison? Ouais, bah, c'est un choix fort parce que c'était déjà un premier choix fort de l'avoir recruté la saison dernière et de le faire jouer de la manière dont il jouait, c'est-à-dire en tant qu'arrière intérieur, un peu comme Cancelo à City à l'époque. Et donc, ça nous avait apporté la saison dernière beaucoup de choix, notamment sur le plan offensif. On voyait, de toute manière, on le sait que Shevchenko, défensivement, c'est pas la folie, mais il apportait tellement offensivement et il permettait tellement cette permutation avec Xhaka et Martinelli que il avait fait finalement une très bonne saison l'an dernier. Et en fait, on a très vite remarqué cette saison. Alors, malheureusement, Timber se pète dès le premier match et donc, Hmm. ça rebascule les cartes et Zinchenko revient sur le devant de la scène, on va dire, à ce moment-là, donc assez rapidement. Ouais, je me permets juste de te couper. Je pense que, juste pour ajouter ça, je pense que la blessure de Timber joue Ah, énormément bien sûr, dans la suite de la saison sur ce poste d'arrière gauche. bien sûr, Vas-y, parce je te que laisse. le Timber fait son premier match là, en Community Shield contre City, il fait un match top niveau, Extraordinaire. 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 Hmm. Franchement, pour un premier match, c'était assez bluffant. Hmm. Et Zinchenko revient et puis on se rend compte en fait que bah, ça marche plus trop l'arrière intérieur. Et ça, c'est Hmm. quelque chose qu'on a beaucoup qu'on disait quasiment à chaque match avec Raoul et avec Richard, même Axel au début, c'est que le fait qu'il en fait, ce qui marchait l'année dernière, c'était le fait que Zinchenko rentre vers l'intérieur pour que chacun, lui, prenne la profondeur et permette à Martinelli soit de provoquer, soit de rentrer vers l'intérieur, etc. Donc, C'est ça. C'est il y avait ça. plusieurs Hmm. possibilités. Cette saison, C'était le binôme, ouais. c'était le binôme. Cette saison, Havertz a commencé numéro 8 et Havertz faisait pas ce travail-là. Parce qu'Havertz avait un rôle, comme l'a dit Louis, beaucoup plus axial, surtout sur les phases offensives. Donc, en fait, tu avais
un Zivchenko qui rentrait vers l'intérieur et qui laissait Martinelli complètement seul sur son côté, complètement esselé. Et c'est ce qui faisait que le jeu basculait beaucoup à droite parce qu'il y avait, pour le coup, le binôme Ben White-Saka qui marchait plutôt bien avec un Saka qui rentre vers l'intérieur et un Ben White, lui, qui prend la profondeur. Donc ça permettait soit d'enclencher une frappe pour Saka, soit de centrer pour Ben White. Et on n'avait pas cependant à gauche. Et donc ça marchait pas. Zivchenko s'est blessé. Zivchenko fait un match cataclysmique contre Lens en Ligue des Champions. Si on perd le C'est premier match, c'est pas le seul à avoir fait un c'est match pas le seul, cataclysmique pour sa défense. mais les deux buts viennent de son côté, Hmm. ou sur le côté gauche, il laisse complètement son côté. Le mec n'avait plus rien à foutre de défendre. Bref, il fait un match cataclysmique et je pense que c'est à ce moment-là qu'effectivement Arteta se dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries et on va mettre Tomiyasu titulaire. Tomiyasu le remplace, est beaucoup plus solide défensivement, sauf que bah, on voit quand même qu'il y a toujours cette volonté assez incompréhensible de vouloir jouer avec cet arrière intérieur. Tomiyasu se blesse et là, c'est là que Kivior intervient. Et Kivior, pour le coup, lui se concentre sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être avant tout un défenseur plus qu'un contre-attaquant. Et il était, pour le coup, cantonné sur son côté gauche. Et ça a beaucoup plus marché à ce moment-là. Et ça, c'est un deuxième choix fort aussi d'Arteta, c'est d'avoir laissé Kivior, alors peut-être en dépit d'autres choix, mais de laisser Kivior titulaire un sacré moment, et ça lui a permis de progresser, et ça nous a permis d'être défensivement beaucoup plus, Stable. d'être meilleur, quoi, en fait, hein, tout Hmm. simplement, quoi. Et je pense que ça a contribué au fait de gagner en solidité défensive et en contrôle de match aussi. Euh, donc voilà, donc oui, c'était un gros choix, et je pense que Zivchenko fait partie des joueurs qui doivent partir cette saison, en tout cas cet été, parce que malheureusement, il n'apporte plus grand-chose au club, quoi. Ok, merci Michel. Je voulais juste qu'on finisse sur ce choix fort d'Arteta parce que c'est vrai que le poste d'arrière gauche, ça a été aussi un petit peu la guerre, on va dire, dans les choix tactiques et les choix de composition. Donc voilà, c'était les trois choix, on va dire, majeurs d'Arteta qui ont un petit peu façonné cette saison en 2023-2024. Maintenant, on va passer au second sujet de ce bilan, c'est-à-dire notre progression par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on soit déjà allé chercher plus de victoires, plus de points? Qu'est-ce qui a fait que Arsenal 2023-2024, au final, on est passé si près du titre, encore plus près que l'année dernière? Euh, on a parlé de beaucoup de choses cette saison, mais je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment cette solidité défensive Mm. qui, moi, personnellement, certains matchs m'a complètement choqué parce que je n'ai jamais vu Arsenal, de mes yeux, défendre aussi bien sur certains matchs. Euh, Raoul, je vais te laisser la parole là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, tu disais tout à l'heure que si Raya a eu ce Golden Glove, c'est notamment grâce à la performance de la défense. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette défense, notamment si on doit comparer par rapport à l'année dernière, où au final, c'était aussi Saliba et Gabriel en défense. Mm. Alors, si on fait un focus sur la défense, parce que je sais plus ce que j'avais mis comme côté progression par rapport à N-1, T'avais dit qu'est-ce qui fait? t'avais dit régularité, solidité défensive. Voilà, bah, on y est. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher plus de victoires et plus de points? Plus de victoires, on y verra certainement après. Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher plus de points? Pour moi, il y a une réponse qui est quand même relativement simple, c'est que Saliba a fait tous les matchs de la saison. Parce que finalement, on s'effondre l'année dernière, on s'effondre quand Saliba se pète. Et Tomiyasu. Et, et Tomiyasu. Mais Saliba, pour moi, a été quand même beaucoup plus. L'absence de Saliba a été quand même beaucoup plus Et ça, marquante. Absolument. c'est le Et traumatisme, c'est le traumatisme vraiment de l'année dernière Ah ben, pour moi, oui, on est aussi, champion, hein. c'est celui-là. On est parce champion, c'est sûr qu'avec qu'on est lui, champion. je pense qu'on va taper. Alors quand il se pète, on n'a plus 8 points d'avance, mais je crois qu'on en a encore 6 ou 5. Pour moi, Mm. avec lui, on va chercher le titre. Donc du coup, alors, il y a le fait que Saliba ait fait tous les matchs, en tout cas qu'il n'ait pas été blessé. Il y a le fait que Gabriel n'ait pas été blessé également, sachant que Gabriel, il a eu un début de saison un peu compliqué, mais je pense qu'on n'aura jamais cette explication-là parce qu'on disait qu'il jouait pas parce qu'il avait des offres des Émirats Arabes Unis, que Arteta voulait que son cas soit réglé avant de le mettre dans le 11 de départ, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de plus profond parce que quand tu te prives de Gabriel, ben, de la charnière Gabriel Saliba,
c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc il y a eu certainement quelque chose en interne, mais à mon avis, on ne le saura pas. À moins que vous ayez, vous, des échos sur différentes presses Je anglais te, ou autres. Ouais, je te dis juste mon hypothèse, c'est que moi, je pense que vraiment au début de la saison, Arteta veut jouer avec Partey arrière droit et garder White. En tout cas, c'est flippant hein, quand même, hein. Partez à droite, c'est flippant, hein. c'est comme ça qu'on joue en début de saison. Partey Oui, est tout à à fait. droite. Et je pense que la blessure de Partey, en fait, modifie ses plans, comme celle de Timber. Et du coup, il s'est dit, non, en fait, je vais laisser Gabriel. Moi, c'est mon hypothèse. Après, on n'est pas à l'intérieur du club, on Bah, ne en peut tout pas cas, tout c'est savoir. factuel parce que c'est comme Mais ça qu'on moi, c'est joue. mon Est-ce que c'est hypothèse. comme Voilà. ça? Ouais. Mais est-ce qu'on joue comme ça parce que c'est pris d'un joueur ou est-ce qu'on joue comme ça parce que c'est son choix? Parce que Partey à droite, quand tu as White et Tomiyasu, bah, je trouve que c'est quand même super bizarre, sachant que tu sais que Partey dans le milieu, il est énorme. Enfin bref. Donc du coup, Et le en fait plus, à droite, qu'on il ait était notre... catastrophique aussi, hein, Raoul. À droite, il était Et en plus, cata par terre. en plus de ça, il était pas bon, oui, oui, bien sûr. Mm. Donc le fait qu'on ait eu notre défense centrale quasiment toute la saison fait beaucoup. Euh, la présence de Raya a beaucoup joué dans le. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, c'était On la se petite moque blague. pas, Parce que nous, généralement, on fait pas mal de blagues dans les podcasts. Alors voilà, et ça manquait un petit peu. Non, mais Non, t'as raison, t'as raison. La présence de Raya a beaucoup joué, je le Eh redis. oui, Tu peux le c'est redire vrai. haut et fort. C'est vrai. On voyait ses Et gants voilà. de très très loin. Du coup, c'était. Oui, ses gants, on- ses gants, ses gants prenaient la moitié du but. Bah forcément, c'est plus compliqué de marquer après. Et malgré ça, mais, il y avait quand même but. C'est fou. mais tu sais que s'il met des gants fluo, je pense qu'il éblouit les attaquants quand même, Mais hein. je Parce que pense. là, ils sont blancs, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Non, principalement, c'est ça. Et la grosse saison de Ben White, faut le souligner. Et du coup, ce qui a fait que le côté gauche, malgré les absences des uns, les errements des autres, et le fait que Arteta n'ait pas eu son plan A, qui était clairement Timber à gauche, a fait que on défend bien. Et après, il y a cette charnière défensive, mais moi, je te parlerai de colonne vertébrale. Parce que l'arrivée de Declan Rice euh, exactement, oui. au milieu de terrain, ben, Extraordinaire. mettez-vous Mm. quand même dans la peau d'un adversaire qui joue Arsenal, où tu te dis, OK, bon, ils font deuxième l'année dernière, les gars, on est motivés, on va attaquer. Déjà, tu dis, faut que tu passes le pressing. À l'époque, Gabriel Jesus qui était un gros nerveux, t'as Saka qui pressait très haut, t'as Martinelli qui pressait très haut, avec Ødegaard qui allait également qui emmenait ce pressing très haut. Tu passes le premier rideau. Et là, tu dis, oh putain, salut Declan. OK. Et là, tu as Declan Rice qui te prend à peu près 9 ballons et demi sur 10. Je te dis, bah, ça laisse pas beaucoup de chance. Et quand tu as la chance de passer cette deuxième ligne de milieu défensif, tu te retrouves avec un Saliba, Gabriel, White et en fonction des matchs, Zinchenko, mais qui est moins défensif pour moi, ça devient quand même costaud. Et quand tu vois les matchs de Saliba, et là je mets Saliba en avant parce que Saliba sur les gros matchs, que ce soit City, Liverpool, mais City aller-retour, comme il a mangé Haaland, moi, je pense que Haaland, il a voulu arrêter le foot à la fin des matchs. Tellement s'est fait manger. C'est impressionnant le niveau de concentration qu'a pu avoir Saliba dans ce genre de match-là, sachant que sur l'homme, Saliba, c'est tout en anticipation, en vitesse. Euh, Tu sais que Saliba, il peut avoir 3 ou 4 mètres de retard par sa vitesse. Il va venir rattraper son défaut de placement ou un truc comme ça. Et défensivement, je pense on a vraiment des bases super, super intéressantes. Le côté gauche, pardon, est à reconstruire. Pour moi, Timber sera le numéro un, mais j'ai eu un énorme doute sur le dernier match quand il le fait rentrer à droite. Bon, je me dis, c'est le dernier match, je sais que t'es pas champion, pourquoi pas, mais Bah voilà, après, j'espère qu'il va pas. Arteta aime la polyvalence, hein, donc je pense pourra jouer à gauche comme à droite, même dans l'axe, hein, parce qu'à Ouais. l'Ajax, il joue aussi Mais dans je crois l'axe. d'ailleurs que Je c'est pense qu'il peut jouer un des partout. points du podcast de la polyvalence d'Arteta, parce que si on fait une parenthèse, il a quand même dit qu'il avait 53 schémas de jeu différents en début de saison. Euh, Ah bah, ouais, le parterre arrière droit, on est un parfait exemple. Je pense qu'Arteta aime tenter des choses. Ça frôle peut-être parfois son côté hipster en termes de football, c'est qu'il est capable de sortir des trucs. Même nous, on se dit, mais Michael, respire, calme-toi, bois un verre d'eau, tu vois, ça va aller, tranquille. Mais je pense qu'il a beaucoup de schémas. Oui, je pense qu'il a beaucoup de schémas. Il aime beaucoup la polyvalence, peut-être même un peu trop. Et je pense que Timber
Alors, à gauche ou à droite, peu importe, parce qu'il faut aussi ajouter que White a beaucoup trop joué cette saison, je pense. Il a enchaîné beaucoup trop de matchs parce que tu as dit que White a fait une excellente saison. Il a fait une excellente seconde partie de saison. La première partie de saison où il a eu quelques problèmes physiques, ça a été un peu plus compliqué parce que Ouais, bah, je on l'ai avait blessé, personne. ouais. Ouais, ouais, on avait personne pour faire tourner. Donc, on lui a dit, bah, écoute, on n'a pas trop le choix. Il y avait, Il faut y aller. Donc, il y avait Cédric quand Ils même, sont hein. plusieurs à avoir Je sais joué pas, blessé, hein. je sais pas pourquoi on n'a pas laissé Cédric jouer, mais c'est vrai qu'on avait Cédric, malheureusement qu'il quitte le club. On aurait bien prolongé encore de 5 ans, mais bon, purée. malheureusement, il quitte le club. Mais oui, oui, mais On remercie Cédric au passage pour les services rendus. Ah on oui. pense à lui s'il nous écoute. Mais non, mais je pense que Timber, oui, ce sera à gauche ou à droite. Enfin, là-dessus, je me fais pas trop. Après, à voir si c'est le numéro 1. Franchement, je pense qu'Arteta va essayer de renforcer le couloir gauche. Est-ce qu'il sera le numéro 1? Pour moi, c'est trop tôt pour le moment pour le dire. On verra, je pense, selon le mercato. Je pense que c'est à voir. Donc, ouais, effectivement, solidité défensive, c'est ce qui est le plus ressorti dans notre progression par rapport à l'année dernière, notamment, tu l'as dit, Raoul, grâce au recrutement de Rice. Il y a aussi une autre chose qui est au final liée à cette régularité défensive, c'est l'approche des matchs. Toi, Jonathan, c'est quelque chose dont tu voulais parler, c'est comment on aborde les matchs par rapport à la saison dernière. Je me souviens de l'année dernière, nos matchs, c'était un chaos, je m'en souviens, offensif, où on avait parfois des dizaines d'occasions. Des fois, ça partait dans tous les sens, mais on sentait que, notamment vers la fin de saison, où on jouait tellement sur l'émotionnel que ça pouvait nous porter des fois préjudice. Cette saison, c'est totalement différent, où enfin, je pense que vous partagez un petit peu le même sentiment que moi. On a vécu beaucoup de victoires, mais où on s'est parfois ennuyé, ou alors on n'a pas eu de folie, où on s'est dit, bon, ben on gagne, mais voilà, c'est 1-0 ou 2-0, et Ouais. puis voilà, on a mis deux buts sur nos deux occasions, et puis après, possession, rideau, et l'équipe en face n'a absolument rien à se mettre sous la dent. Toi, Jonathan, toi, t'as trouvé cette progression en termes de contrôle dans le scénario du match par rapport à l'année dernière? Ben, je pense que entre l'année 2023, la saison 2023-2024 et tout ce qui s'est passé avant, il y a quand même un gros shift dans la mentalité de l'équipe. Ça fait quand même, depuis qu'a repris Arteta jusqu'à l'année dernière, bon, on était toujours l'équipe la plus jeune, c'était un peu une équipe d'enfants. Dès qu'on allait voir des gros du style City ou Liverpool, on se faisait nettoyer directement. Ils ont beaucoup appris l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des matchs super. Le match contre Bournemouth qui est gagné à la dernière seconde, c'est super, mais ça témoigne encore peut-être de cette immaturité, entre guillemets, cette jeunesse, où les gros clubs que sont City et Liverpool nous regardaient un peu en ricanant. Et là, cette année, ça a complètement changé. On n'a plus ce stéréotype de premier de la classe ou de gentil élève qui écoute, qui ne disent rien. Mm. Et ça, pour moi, ça a beaucoup joué. Cette année, c'est beaucoup plus pragmatique. Quand on a joué City à deux reprises, on n'est pas allé sur l'attaque. Alors, on peut se faire critiquer pour ça, hein. Rodri on est donné à cœur joie récemment, mais on y allait en se disant, OK, il faut prendre des points. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour prendre des points, déjà, il faut commencer par pas perdre et tenir le score nul le plus longtemps possible. C'est ce qu'on a fait contre City quand on les a joués à domicile. On a gagné 1-0. Le retour, on a tenu aussi. Liverpool, la même chose. Dire, on prend 4 points à Liverpool, on prend 4 points à City. Mais et ça fait combien de temps qu'on n'avait pas réalisé quelque chose comme ça? Mm. Ça fait combien de temps? Euh, Mm. et, et on a, voilà, on a géré notre seconde moitié de saison beaucoup mieux que l'année dernière. L'an dernier, entre janvier et mai 2023, on joue 22 matchs, ça nous ramène 46 points. Cette année, entre janvier et mai, on en joue 18 et on prend 50 points. Ouais. Ouais, Euh, 54, ouais. enfin, c'est quand même énorme. Deux matchs de moins, mais on prend 4 points en plus. Donc, ça, c'est déjà un super achievement. Il y a aussi le fait que bah, maintenant, on arrive à tenir des scores. On a gagné cette année 12 matchs avec un seul but d'écart. OK? Contre 8 la saison dernière. Le point que je veux faire, c'est qu'on se souvient des matchs
du printemps dernier où on a enchaîné 3 matchs nuls. Liverpool, West Ham, et je crois qu'à la fin c'est Southampton. Liverpool-West Ham, on mène 2-0 à chaque fois, on se fait reprendre. C'est là où l'équipe tombe complètement terre. On n'a pas eu ça cette année. On a tenu. Alors, bon, il y a le petit Dodan contre Aston Villa, soit, mais l'équipe a beaucoup plus de sang-froid. Alors, bah, ça passe par cette charnière défensive et ce milieu de terrain. Pour moi, c'est vrai qu'il y a vraiment les clés de cette équipe cette année. C'est les trois en défense, Gabriel, Saliba, White, Rice, Odegaard. Pour moi, c'est vraiment cette charnière-là qui fait que l'équipe arrive à réaliser de tels résultats. Ouais, tout à fait. Aussi, on est, Ødegaard. Odegaard, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus méchant. On est beaucoup plus méchant. On a un back fort qui fait 1,89 m de moyenne et il y a beaucoup plus de fautes que l'an dernier. En 2022-2023, on avait fait 195 fautes. Cette année, on en fait 267. Alors, faute intelligente, hein, on n'a pris que 2 rouges cette année. On n'a pris que 2 rouges. Mais peut-être que on sait quand la faire. On sait quand faire cette petite faute technique quand on est pris en contre. Et ça joue. Parce que ça se faisait pas l'année dernière. Notre joueur qui a le plus de cartons jaunes, c'est Havertz. Nos défenseurs, ils sont tranquilles, hein, à part Ben White. Saliba, c'est un félin quand il défend. Comme a dit Méchat tout à l'heure, il peut avoir 3-4 pas de retard. Il arrive avec une telle fluidité, il reprend. Mais voilà, milieu de terrain, attaque, il y a du pressing, il y a la faute intelligente quand il faut. Et pour moi, ça change complètement la catégorie dans laquelle on joue. On va plus à l'Etihad pour se prendre un 4 ou un 3-0. On peut les regarder dans les yeux. Et ça, bah, c'est le temps, c'est le cycle du temps qui fait qu'on arrive à faire ces choses-là. Il y a un recrutement qui va bien. Mais voilà, c'était ça. Ouais, c'est aussi Arteta qui a ramené du calme aussi et de la sérénité à l'équipe. Et tu parlais aussi des cartons jaunes qu'on a pris. C'est vrai que Saliba et Gabriel aussi sont au final très peu exposés euh, par les fautes ou au final les 1 contre 1. Au final, Saliba, je m'en souviens de quelques-uns face à Haaland, mais en soi, Saliba et Gabriel ont été très peu mis en danger ouais, je vais dire mis en danger de mort directe en 1v1. C'est très peu arrivé cette saison. Bien Et sûr. c'est là, c'est là aussi où Arteta était fort dans la gestion des temps faibles, où on défendait toujours en bloc, en équipe, quoi. On a fait beaucoup Ouais, mais plus c'est là de où je trouve. fautes sans vraiment être pénalisé. Je veux dire, il y a un des rouges qu'on a pris, c'est Vieira qui l'a mis. Tu te souviens quand que Vieira il a joué la dernière fois? Moi, bah, j'ai un peu plus de mal à m'en souvenir. Mais Mm. voilà, c'est de la faute intelligente, quoi. Et ils sont Mais surtout c'est ultra quand même. complémentaires aussi. Saliba, Gabriel, c'est ultra complémentaire dans le profil et je pense que ça aide aussi à bien défendre. C'est-à-dire que Gabriel, quand même, c'est une armoire à glace, hein, quand on voyait dans ses duels avec Haaland. Je pense que Haaland s'est fait bouger peu de fois cette saison physiquement et je pense que les peu de fois où il a été bougé, c'est par Gabriel. Mais oui, Saliba est un joueur ultra rapide. Très technique aussi, je me suis toujours dit, tiens, dans un univers parallèle, Arteta n'aurait pas mis White dans l'axe et Saliba arrière droit. Ça aurait pu être marrant de tester et voir. C'est déjà la fin du premier épisode du podcast Bilan. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie.